Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être revenus à la chaufferie parce que c'est cette année la 11e saison des rencontres littéraires texto alterne entre les lieux, la bibliothèque universitaire et la chaufferie. La chaufferie où on est accueilli grâce au service culturel qui assure la régie et le buffet. J'en profite pour remercier la direction de la communication, les UFR LLSHS et Sciences de la communication, grâce auxquelles ces rencontres existent avec le soutien financier de la CVEC. Je remercie évidemment tout particulièrement Laura Poggioli qui a publié en 2022 Trois sœurs aux éditions de l'Iconoclaste, d'avoir fait le chemin jusqu'à nous, et les étudiantes du Master 2 commercialisation du livre qui ont eu la bonne idée d'inviter Laura Poggioli et qui ont préparé les questions. Et c'est Margot et Marlène qui animeront cette rencontre aujourd'hui. Dans le public, les étudiants sont pour la plupart en master, métier du texte et de l'image, master 1, dynamique culturelle. Quelques étudiants de licence du parcours culture média sont là aussi. Il y a des représentants des équipes pédagogiques, du personnel. En fait, ces rencontres, comme vous le savez, sont ouvertes à toute la communauté universitaire. La prochaine rencontre aura lieu le 14 février, ici même, avec Majid Talmat. Elle sera suivie d'une autre rencontre le 15 février sur le campus de Bobigny avec Salomé Kinner. Et la saison s'achèvera le 28 mars à la médiathèque Annie Ernaux de Villetaneuse. C'est une première dans le cadre du festival Hors Limite avec une lecture du Musée des Contradictions, un livre de nouvelles, un recueil de nouvelles d'Antoine Vauters, lu par la comédienne Sophie Catani. Voilà pour le programme des festivités. À vous la parole et merci encore. Bonjour à tous, on va d'abord commencer par votre biographie, Laura Poggioli. Donc, vous êtes une autrice française d'origine italienne et très jeune, vous vous passionnez pour la culture russe. Vous avez étudié à Nanterre puis à Sciences Po et votre amour de cette culture va ne cesser de vous accompagner jusqu'à un échange à l'université de Moscou. Vous vous sentez russe et vous y retournez fréquemment. Et Trois sœurs est votre premier roman qui est donc paru chez l'Iconoclaste en 2022. Alors, je vais résumer brièvement l'ouvrage avant qu'on commence à vous poser les questions. Donc, Trois sœurs dresse un portrait ambivalent de la Russie contemporaine à travers le prisme d'un fait divers qui a été très médiatisé en Russie. C'était l'histoire d'un parricide. Donc, dans un récit qui mélange les histoires et les époques, vous revenez sur votre expérience personnelle à Moscou, vos premières amours, que vous alternez en fait avec ce que vous imaginez avoir été le calvaire des sœurs Khatchatchourian, qui ont été maltraitées et abusées par leur père, qu'elles ont fini par assassiner en 2019. Donc, 2018, pardon. Donc, Trois sœurs nous interroge avant tout sur la question des violences domestiques dans la Russie de Poutine, sur le rapport d'une société aux femmes, à leur rôle face aux hommes. Ayant été vous-même victime de violences conjugales lors de vos années moscovites, vous nous poussez à réfléchir à la notion d'emprise au sein d'un système patriarcal où les lois sont destinées à protéger les hommes. Donc ce premier roman mêle savamment réalité et fiction et met en lumière la difficulté d'être femme, comme l'illustre bien le proverbe russe que vous citez, selon lequel « s'il te bat, c'est qu'il t'aime ». Ma première question, ça va être justement sur le mélange ou l'alternance que vous faites entre récits factuels, donc celui des Trois sœurs comme mentionné précédemment, et votre histoire personnelle. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à entrecroiser ces deux sujets et de choisir en fait une forme plutôt fictionnelle? Pour les introductions. Alors peut-être pour répondre à cette question, il faut que je revienne à la genèse, enfin à l'idée quand me vient l'idée de ce texte. Donc comme vous l'avez dit, j'ai vécu en Russie pendant mes études, je parle russe et j'y retourne régulièrement, environ tous les 2 ans depuis. Et la dernière fois, alors ça commence à faire un petit moment, c'était fin 2019, depuis je n'ai pas pu y retourner. Et donc j'allais chez des amis et on était un petit peu plus d'1 an après le mouvement MeToo. J'en avais pas encore parlé avec mes amis russes et j'avais envie de savoir, en Russie, est-ce qu'il y a eu un impact, etc. Et donc, je commence à parler avec ces amis de ça. Donc, ça ne comprenait même pas trop de quoi je parlais. Et puis, moi, elles me disent quand même, elles m'orientent vers des activistes, en fait, dont je parle dans le livre, qui luttent pour les droits des femmes en Russie. Et c'est en allant regarder leur travail que je découvre l'histoire de ces 3 sœurs. Donc, Kristina, Angelina et Maria Ratchatourian, qui ont donc tué leur père un soir de juillet 2018. Et elles avaient 17
17, 18 et 19 ans. Et le parricide a un impact médiatique très, très, très important. Alors déjà, voilà, un parricide, c'est toujours quelque chose. Là, ce sont 3 sœurs qui se ressemblent beaucoup, avec leurs longs cheveux noirs, des visages d'anges. Et on apprend en fait très rapidement qu'elles vivaient des sévices absolument terribles. C'est repris beaucoup donc, par la presse, les voisins témoignent, tous les proches témoignent, et rien n'avait été mis en œuvre pour protéger ces 3 sœurs. Et donc en fait, ça, c'est un peu là. Moi, je rentre de ce voyage à Moscou là, avec cette histoire, les visages des filles, j'arrive pas à m'en détacher. Et en fait, c'est la pointe de l'iceberg qui permet de mettre le doigt sur l'ampleur des violences domestiques en Russie. Et donc, je n'avais pas forcément idée des chiffres. Je savais qu'il y avait des violences domestiques, mais voilà. Et donc là, je contacte déjà l'avocat des filles, parce qu'au départ, même avant l'idée de livre, il y a un projet de documentaire avec un ami qui est réalisateur de documentaire, qui me transmet des infos, et je découvre ces chiffres qui sont atterrants, puisqu'il y a 12 000 femmes par an qui meurent de féminicide en Russie. Enfin, on est vraiment dans un sujet de grande ampleur. Et le projet de film documentaire n'aura pas lieu puisque la pandémie arrive. Moi, je reste avec cette histoire et j'avais depuis longtemps, je me disais un jour j'écrirai mon roman russe parce que j'avais aussi plein de choses à raconter. Et si cette histoire, elle me touche vraiment particulièrement, parce qu'il est question de violence et que moi, quand je vivais en Russie au temps de mes études, j'y ai vécu une expérience de la violence avec un jeune russe avec qui je vivais une histoire d'amour. Alors, c'est pas la même violence, évidemment, que celle vécue par ces 3 sœurs, mais tout de même, c'est une expérience de la violence et ça me renvoie, en fait, à ça, que j'avais quand même laissé vraiment derrière moi. Et donc, je me dis, en fait, c'est de tout ça dont je dois parler. Et donc, pour répondre à votre question, voilà, c'est une évidence, en fait, ce sujet, mais nécessaire d'écrire sur ce sujet. Je me dis, voilà, il y a ces 3 sœurs, ça va vraiment me permettre d'incarner avec des personnages ce sujet des violences domestiques en Russie. Et puis, je vais le faire découvrir à travers mon regard de jeunes françaises occidentales qui a vécu en Russie. Alors, en plus, c'était en 2004-2005, donc on était vraiment très, très peu d'occidentaux. J'habitais dans un abchégite, une cité universitaire russe. Je me dis, je vais faire rentrer aussi les lecteurs dans cette histoire à travers mon regard à moi et leur montrer aussi ce pays qu'on connaît très peu, mal. Voilà. Et tout ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Vous parlez justement d'écrire votre propre roman russe, et à la lecture de ce roman, on se rend compte que la Russie et sa culture vous ont tout de suite intrigué. On voudrait vous faire lire un passage qui va dans ce sens. Il y avait, à l'époque, des groupes d'étudiants qui distribuaient à proximité du RER Nanterre Université des journaux sur lesquels étaient imprimés des faucilles et des marteaux. Tandis que moi, j'analysais dans le bâtiment d'à côté l'histoire et la littérature russe, tous ces poètes qui aujourd'hui encore font partie de mon existence. Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Vladimir Mayakovsky. J'étudiais leurs vers et la grande histoire, celle qui avait ravagé le cours de leur vie et de leurs poèmes, si bien que cette appropriation des symboles soviétiques dans les allées de notre petite université de banlieue parisienne me gênait de plus en plus. Merci pour cette lecture. Dans ce passage, vous prenez comme référence littéraire le dramaturge Tchekhov et les poétesses Marina Tsvetaeva et Anna Akhmatova. Comment les textes ont influencé votre travail d'autrice, à la fois sur le plan culturel, mais aussi sur le plan stylistique? Alors, sur le plan culturel, oui, les auteurs là dont je parle, ce sont des auteurs, autrices que je les ai découverts quand j'étais au lycée. En fait, j'ai commencé à apprendre le russe au lycée. En seconde, j'avais une super professeure, qui nous transmettait vraiment son amour de la culture russe. Donc c'est vraiment par là que je suis rentrée aussi, avant même d'aller en Russie pour la première fois. Je suis allée pour la première fois quand j'étais en terminale avec un programme d'échange. J'ai découvert d'abord ces poètes et poétesses. C'était voilà, donc ce sont encore des textes qui sont sur ma table de chevet, que je relis beaucoup, donc les poètes, et puis après tous les grands auteurs, Tolstoï, Tcherov, Pasternak, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des auteurs que je lis et relis beaucoup. Après, en littérature russe, les auteurs qui sont très importants aussi pour moi, ce sont tous les auteurs qui ont écrit sur le goulag, Solzhenitsyn, Chalamov, c'est vraiment je reviens souvent à ces textes. Alors après, ça, c'est du coup toute mon espèce de bibliothèque personnelle d'auteurs russes. Ils n'ont pas
en revanche influencé mon écriture, mon style d'écriture. Là, si je dois parler d'auteurs qui ont influencé mon style d'écriture, il y a vraiment Emmanuel Carrère. En plus, alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un des rares auteurs français qui a écrit sur la Russie et qui en parle d'une façon que je trouve juste. Et puis, c'est vraiment sur le style d'écriture. Quand je l'ai découvert, c'était avec un roman russe. Et donc, voilà, dans un roman russe, il mélange en fait plusieurs histoires. Donc, il y a un documentaire, un film documentaire. Donc, il va dans un petit village en Russie. Donc, il raconte ça. Il raconte l'histoire de son grand-père. Il raconte aussi une histoire d'amour. Et donc, il y a un mélange de tout ça. Et en refermant le livre, c'est vrai, je m'étais dit, oh là là, c'est formidable de pouvoir mêler, en fait, comme ça, différents récits, différentes temporalités. Et donc, ça m'avait beaucoup touchée. Après, j'ai lu à peu près tout ce qu'il a... Enfin, j'ai vu tout ce qu'il a écrit depuis et avant. Et c'est vraiment voilà, un modèle. Donc, ça m'a inspirée dans le style d'écriture de mêler, en fait, comme le titre d'un de ses livres, d'autres vies que la mienne à la mienne. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de la jeunesse de l'histoire, pour avoir envie d'écrire un livre, et c'était le cas avec celui-ci, c'est pareil pour le suivant que je suis en train d'écrire, il faut que ce soit nécessaire en fait pour moi, que j'ai besoin de l'écrire, parce que sinon ça m'ennuie et je vais pas réussir à pousser. Donc il faut que ça me parle, et forcément ça me renvoie à quelque chose de moi. Après, j'aurais pas non plus envie d'écrire que sur moi, ça m'intéresserait pas non plus, donc il y a cette espèce d'équilibre, et c'est ça qui me plaît beaucoup chez Carrère. Et puis après, il y avait aussi, là pour 3 sœurs, comme c'est un fait divers, forcément, des références d'autres écrivains qui ont traité de faits divers, donc Carrère l'a fait dans L'Adversaire, et puis je pense à Ivan Jablonka, qui, votre professeur me disait tout à l'heure en plus, qu'il l'enseignait ici à l'université, avec Laetitia, où il revient sur un terrible fait divers d'une jeune fille assassinée, donc j'avais été profondément marquée par ce livre. Et puis, il y a aussi Truman Capote avec Nos sang-froid, qui est une référence aussi importante. Voilà, donc tout ça, tous ces textes m'ont inspirée d'une certaine façon. Alors justement, vous parlez de romans russes et vous avez appris le russe en France, vous avez cultivé l'apprentissage de cette langue tout au long de votre parcours, donc dès le lycée, comme vous l'avez dit. On se demandait aussi comment le processus d'écriture donc, de ce roman en français s'est imprégné finalement de votre connaissance et de votre apprentissage de la langue russe. Alors, vous utilisez des expressions. Comment vous avez fait le choix de ces expressions-là? Alors, il y a évidemment le leitmotiv qui est très présent, s'il te bat, c'est qu'il t'aime, mais il y a aussi tout un tas d'autres mots. Comment vous avez fait ce choix et comment l'écriture, en fait, elle repose sur justement votre bilinguisme, en fait? C'était important pour moi d'utiliser ces petits mots, parce que dans l'écriture, ce que je cherchais, et tout particulièrement dans les chapitres de fiction, parce que j'ai construit le livre en alternant des chapitres de fiction et de récit, c'était vraiment d'utiliser moi ce que je connaissais de la Russie, donc du pays, de la culture et de la langue aussi, pour faire ressentir avec les mots une ambiance particulière, des sensations, des odeurs, des bruits. Et donc là, pour faire ça, j'ai mis tout ce que j'avais en moi de ce pays dans lequel j'ai vécu, où je retourne régulièrement. Et il y avait aussi les sonorités. Donc j'ai essayé de doser pour pas que ce soit non plus. Mais ces mots, c'était important pour moi qu'ils soient là dans le texte. Alors, on va vous faire lire un passage sur Aurélia, qui est la mère des sœurs Ratchatourian. Merci. J'aimais écouter ce que racontait Aurélia, à la télévision, à la radio. C'était son histoire, sa vérité. Je ne sais pas si c'était parce qu'elle parlait tout bas, parce qu'elle avait du mal à relever les yeux, ou qu'elle avait encore les cernes lourds des années passées à se faire frapper, mais je venais seulement de me rendre compte que j'étais plus proche d'elle en âge que de ses 3 filles. Aurélia est née en 1978, elle a seulement 6 ans de plus que moi. Jusqu'à présent, elle m'avait semblé beaucoup plus âgée, ou plutôt sans âge, d'une autre époque, alors que c'était elle que j'aurais pu croiser à Moscou quand j'y vivais, sur la place Rouge, la colline aux moineaux, au parc Gorky, à Garbushka, au Vedenra, au marché, dans le métro, le trolleybus, sur un siège à côté, comme ça. On va justement parler des recherches préalables que vous avez faites pour 3 sœurs. Donc vous avez parlé du fait qu'à la base, ça devait être un documentaire. Et quelle proximité avez-vous ressenti avec elles, donc les sœurs, en remontant le fil de leur histoire?
Et comment vous êtes justement autorisé à raconter la vôtre en parallèle? Le travail d'enquête, c'est vrai qu'au départ, donc, il y avait ce projet de documentaire, j'ai contacté donc l'avocat. Alors, tout de suite, il a été clair que jamais je pourrais parler avec les filles, parce qu'elles n'ont pas le droit, en fait, d'échanger tant que le procès n'a pas eu lieu. Elles n'ont pas le droit d'échanger avec des journalistes ou écrivains ou autres. Mais il y aurait pu avoir la possibilité de rencontrer les proches, etc. Bon, finalement, avec cette pandémie, c'était plus possible, mais il m'a partagé un certain nombre d'informations, de photos, et puis il y avait énormément de matière, puisque c'est vraiment, alors c'est même un fait divers, il y a même eu des articles dessus dans la presse française, belge, alors pas beaucoup, mais un petit peu, et en Russie, ça a été, j'avais même trop de matière, en fait. Alors beaucoup, bon, évidemment, de presse écrite, mais aussi énormément d'émissions télévisées, de reportages, et donc voilà, des heures et des heures de plateaux télé avec des proches, des sœurs, de la mère, plein de personnes de la famille, des amis, et puis aussi des personnes plutôt du côté du père. Donc voilà, je me suis nourrie de tout ça. La première phase, en fait, pendant 1 an avant de commencer à écrire proprement dit, je m'inspirais de tout ça, je prenais des notes, et puis en fait, pendant cette phase de recherche, je commençais à voir leur quotidien. Enfin, je sais pas, ça naissait comme ça dans ma tête, sous forme de scènes, de fragments, en fait. Et j'avais pas envie, justement, de raconter ce fait divers d'une façon trop journalistique, trop froide. Je voulais aussi raconter leur quotidien. Je voulais les faire vivre, en fait, toutes les trois au quotidien. Et en plus, je savais qu'elles n'avaient pas le droit, et elles n'ont toujours pas le droit de se revoir toutes les trois. Et donc, je voulais en faire aussi comme une espèce de personnages, faire vivre leur sororité, et les représenter vraiment toutes les trois, les faire revivre dans leur quotidien à toutes les trois. Alors comment je me suis sentie autorisée à le faire, c'est pas, après là on est quand même dans une histoire, enfin il y a énormément, tellement de choses qui ont été partagées, la matière elle était là, donc j'ai essayé après d'être le plus juste possible. Cette construction avec des chapitres de fiction et de récit, c'est pour que ce soit clair aussi. Parce que dans la partie récit, je reprends là, le fil de l'enquête, et je dis même parfois, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Donc moi, je me nourrissais de petites choses que je pouvais glaner, d'images, de mots, et puis j'imaginais. Après, ce que j'ai eu à cœur pendant toute l'écriture, et j'espère avoir... Enfin, m'être tenue à ça, c'est que je voulais pas du tout être voyeuriste, je voulais pas du tout, elles ont vraiment vécu des sévices, pour le coup, les avocats ont fait des petits livrets, donc tout est, enfin voilà, mais j'ai pas du tout, enfin je l'ai raconté le moins possible, en tout cas, j'ai voilà, essayé de pas, je voulais vraiment pas, voilà, que ce soit voyeuriste. Le chapitre qui a été le plus difficile pour moi à écrire, et c'est mon éditrice qui me l'a fait un petit peu voilà, développer, c'est la scène du viol, parce que je me sentais justement, c'était très dur pour moi de d'écrire ça. Et en fait, plus je vais vers la fin, moins il y a de fiction, il y a des passages où je ne me serais jamais sentie autorisée à en mettre. Quand par exemple, elles sont au commissariat, là, je suis partie vraiment des transcriptions, des entretiens. Donc voilà, j'ai essayé de doser. Mais après, oui, c'est sûr, c'est le travail d'écriture. Mais voilà, après, elles savent, en tout cas, l'avocat sait qu'il y a un texte qui a été écrit. Ce qui est important aussi, c'est que dès le départ, quand j'ai contacté cet avocat et que j'ai dit que je voulais faire quelque chose, donc que ce soit un film ou un livre, et au pluriel avec les autres avocats et toutes les activistes aussi qui soutenaient les filles avaient très envie qu'on en parle. En France, en Europe, c'était très très important pour eux, parce que ce sujet aussi des violences domestiques, des violences intrafamiliales en Russie, une affaire emblématique, et donc vous voyez ça de façon très positive aussi. Donc je pense que ça m'a aussi peut-être encouragée à suivre cette idée. Mais je me demande évidemment si elles le liront un jour. Alors pour vous, finalement, un style journalistique, ça vous paraissait trop froid. Ceci dit, vous insistez quand même beaucoup justement sur l'importance des témoignages. Et est-ce que c'était un engagement pour vous aussi, ou un devoir de témoigner, et comme une sorte d'arme pour mettre fin à la loi du silence? Comment est-ce que cette question justement de libération de la parole, comment est-ce qu'elle s'insère
dans le projet? Oui, bah, alors ça peut-être, donc oui, ce projet, c'est vrai que c'est une forme hybride, hein, donc on va y avoir à la fois donc, de la fiction, une partie beaucoup plus documentaire, donc celle à laquelle vous faites référence, et puis la partie autobiographique dont on parlait précédemment. C'est vrai que dans la partie documentaire, alors plus que libérer la parole, oui, après c'est pas c'est pas du militantisme non plus. Moi, mon idée, c'était de d'éclairer, en fait, de montrer, comme si, je sais pas, j'avais une petite lampe torche et que j'allais mettre en lumière différents aspects de la société russe, un état des mœurs de la société russe. Il s'agissait pas du tout de juger, et ça, c'est très... ça fait partie même de ma relation avec ce pays. Enfin, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai noué plein d'amitiés fortes là-bas, parce que j'ai jamais été dans une posture d'occidental qui juge et qui dit que, donc voilà. Après, là, c'était quand même aussi regarder une réalité en face très, quand même, enfin, peu glorieuse. Donc, j'ai évidemment dit tout ça. Et même au départ, quand j'ai eu l'idée du livre, il y avait un moment où je me suis dit, justement, voilà, j'ai toujours voulu écrire mon roman russe. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'écrire? Parce que quand même, ça va donner un aspect du pays qui est, voilà, et sachant qu'on était, encore une fois, avant la guerre en Ukraine, donc, enfin, forcément, dans un autre contexte. Mais bon, c'était tellement... ça me touchait tellement, donc j'ai fait le choix donc de l'écrire. Et après, non, dans ma démarche, en tout cas d'écriture, c'est de montrer, voilà, de dire vraiment de façon documentaire ce qu'il y a à dire, et libérer la parole, oui, de toute façon, forcément. Et en Russie, parce que ça, on ne l'a pas encore dit, il y a eu une loi de dépénalisation des violences domestiques. Donc, tout à l'heure, je parlais de MeToo. Donc, non seulement on n'est pas du tout dans un contexte qui ressemble à notre MeToo, mais en plus de cela, donc en 2017, donc quelques mois avant le parricide, il y a eu en Russie une loi de dépénalisation des violences domestiques. Donc, c'est-à-dire que déjà, il n'y avait pas une grosse législation, mais depuis cette dépénalisation, un mari, un conjoint, un père qui va être violent avec sa compagne ou ses enfants, il n'y a pas de pénalisation, donc il va juste avoir une amende, comme pour un excès de vitesse, sauf s'il y a blessure grave ou récidive. Mais pour qu'il y ait récidive, forcément, il aurait fallu qu'il y ait un dépôt de plainte avant, donc c'est voilà, compliqué. Et donc, voilà, il y a rien n'est mis en place pour protéger les victimes de violences. Et là, oui, forcément, ça ressort, je pense, dans le livre, et peut-être que la libération de la parole elle rentre là. Et je reprends aussi surtout les témoignages, les propos de deux activistes, notamment, qui s'appellent Aliona Popova et Alexandra Mitroshina, qui font beaucoup de choses pour qu'il y ait justement une pénalisation des violences domestiques en Russie, et plein d'autres choses, qui est, je sais pas, des associations. Par exemple, il n'y a pas ça en Russie. On dit, alors on le dit aussi en France aux femmes victimes de violences, hein, mais en Russie, ça a encore moins de sens. Voilà, il faut partir, mais il n'y a pas de structure. C'est ce qu'on disait là aux Trois Sœurs, mais il n'y a pas d'association. Il y en a très peu. Et en 2012, en Russie, il y a eu une loi contre les agents de l'étranger. Donc, c'est-à-dire que si une association, un artiste, une personnalisée est accusé d'avoir des liens avec l'étranger, d'être financé par l'étranger, il est voilà, pu exercer. Et donc, les quelques associations qui existaient, qui protégeaient, qui pouvaient accueillir, en tout cas, des victimes de violences intrafamiliales, ont fermé. Donc, il n'y a vraiment rien en Russie à ce niveau-là. À l'évocation des violences infligées par Mitya, qui était votre ancien compagnon, mais aussi de façon plus générale sur les violences faites aux femmes, vous écrivez « J'aime à croire que j'aurais réagi, je crois que oui, mais au fond, je n'en sais rien ». Est-ce que la rédaction, pour vous, a été l'occasion de réfléchir plus en profondeur sur ce que vous avez vécu et sur la place justement des femmes à la fois en France, mais aussi en Russie ? Et était-ce votre intention de ne pas vous censurer tout en évoquant sans filtre ces violences et la société russe et le patriarcat notamment qui est décrit de manière très explicite? Alors, donc là, sur la partie du coup plus autobiographique, alors, donc, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit que c'était important de le raconter parce que c'était dire pourquoi je raconte cette histoire-là et en quoi elle me touche. Donc,
Là, après, il y a une dimension un peu cathartique dans l'écriture, d'écrire tout ça, de revenir sur cette période-là. Et c'était aussi interroger, donc là, l'extrait que vous avez mentionné, c'était me demander, voilà, qu'est-ce qui a fait aussi que moi, à ce moment-là, j'avais donc 19-20 ans, pourquoi je suis restée, pourquoi j'ai vécu cette expérience de la violence là-bas. Et du coup, c'était un peu questionner, moi, quel était mon rapport plus largement aux hommes, à leur désir, à leur violence, qu'est-ce que j'avais pu en entendre aussi dans mon histoire familiale. Donc, je remonte un petit peu comme ça l'histoire familiale. Ça représente une dizaine de pages, mais c'était pour élargir en fait aussi et pour dire que, parce que je voulais pas faire un brûlot contre la Russie, et voilà, en russe, tous les hommes sont des violents, alcoolos, et, pour montrer que les violences patriarcales, elles concernaient tous les pays, toutes les cultures. Donc c'est pour ça aussi que ça me semblait important de questionner mon rapport aux hommes. Et Alors, on voulait lire un passage qui forcément donnait lieu à quelques interrogations. Alors, la pandémie de Covid-19 a commencé 3 mois après mon dernier séjour à Moscou, et Marina et moi nous sommes beaucoup appelés pendant les différentes phases de restriction de liberté qui ont ponctué la période. Quand les Russes ont commencé à développer un vaccin, le Sputnik V, on n'en a pas voulu en Europe, et j'en ai été préoccupée, parce que je savais que cela ne ferait qu'aggraver les incompréhensions de part et d'autre, encore. Mais pourquoi voudrions-nous envahir l'Europe m'avait demandé Hilar, le chauffeur de taxi qui me conduisait chez Marina et Jonas, la dernière fois que j'y étais allée. Il riait en disant ça, comme si c'était une blague. Et je riais aussi car j'avais bien conscience que plus on les caricaturait, plus ils se tendaient. Le 9 mai 2015, lors de l'anniversaire des 70 ans de la victoire de 1945, François Hollande avait refusé de se rendre aux commémorations suite à l'annexion de la Crimée, et les Russes l'avaient vécu comme un affront. 20 ans plus tôt, dans une dynamique d'ouverture, François Mitterrand était lui venu saluer la force et le courage d'un peuple patriote, d'un peuple créateur, pour dire que, quand tout paraissait perdu dans ce pays, tout pouvait encore être sauvé. Voir au-delà des caricatures ne signifiait pas nier le problème de pouvoir en Russie. Vladimir Poutine ne le lâchait plus, et ceux qui appréciaient 15 ans plus tôt ce que leur président leur avait rendu, leur dignité perdue dans l'errance des années Elstine, les privatisations sauvages, la spoliation de tout ce pour quoi ils avaient travaillé, tout cela me disait aujourd'hui que cela n'était plus possible, que le pouvoir, il fallait que Poutine le rende désormais. Il y avait de la corruption, des privations croissantes de liberté, l'opposition politique était muselée, les activistes menacés et emprisonnés, les organisations de défense des droits humains démantelées. La justice n'était pas indépendante. Les défenseurs des valeurs traditionnelles et d'une vision rigoriste de la famille étaient tout-puissants. On les voyait dans le traitement juridique des violences domestiques et dans l'affaire des sœurs Khatchatourian. Mais ce n'était pas tout. Le peuple russe ne se limitait pas à cela. Le traitement médiatique qu'on en faisait en France était souvent biaisé, empli de clichés. J'avais depuis longtemps cessé d'en parler avec tous ceux qui ne connaissaient pas l'espace post-soviétique, parce que c'était inutile. Au sujet justement d'une discussion avec votre amie Marina, vous écrivez que Russie et Europe occidentale donc, ont une incompréhension mutuelle, et vous parlez justement des privations de liberté qui sont actuellement subies par les personnes qui s'opposent au régime. À l'aune de la guerre en Ukraine, comment est-ce que vous voyez la situation en fait là-bas ? Oui, alors déjà, donc, le livre, l'écriture a été terminée. D'ailleurs, on l'avait ajouté à la fin, enfin vraiment fin comme en 2021. Donc, ce que, d'ailleurs, dans un des extraits, là, il est question du rapport justement avec l'Occident. Bon, moi, quand ça a été le 24 février dernier, honnêtement, les 3 premières semaines, j'étais tellement mal, j'avais même plus envie que mon livre sorte. Alors forcément, on est content quand on a un premier roman. Enfin, et puis finalement, justement, mon éditrice m'a dit, mais c'est important parce que tu racontes des choses aussi sur la société russe qui vont me permettre d'éclairer tout ça. Donc j'ai repris un peu mon souffle. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est quand même cette relation avec l'Occident. Et c'est pour ça aussi, cette relation schizophrénique à l'Occident. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je raconte cette histoire avec ce garçon que j'ai renommé Mitya dans le livre, parce que dans cette relation amoureuse se jouait ce rapport schizophrénique à l'Occident, parce que c'est un mélange, en fait, de fascination,
d'amour et de détestation aussi. Et ça, je crois qu'on le voit beaucoup depuis le début de la guerre. La dépénalisation des violences domestiques dont je parlais tout à l'heure, il ne s'agit pas de la caricaturer et de dire oui, voilà, les hommes russes, vous avez le droit de tabasser vos femmes. En fait, il y avait vraiment dans cette loi justement un rejet de l'Occident. En fait, c'était de dire voilà, vous, tout ce que vous avez, en fait, ils mettent dans un même sac les Russes. Alors, quand je dis ils, ça va être un courant traditionnaliste, proche de l'Église orthodoxe, tout ce qui va être notre progressisme, en fait, en Europe. Donc, va y avoir le féminisme, va y avoir la lutte pour les droits des femmes, va y avoir le mariage pour tous, va y avoir... c'est pas tout ce qui est autour de la transidentité. Enfin, pour eux, tout ça, c'est dans un même sac et c'est une espèce de déliquescence morale qui va nous emmener à notre perte en Occident. Et eux, ils s'opposent à ça, justement. Ils protègent la cellule familiale avec leurs lois. Et ça, on l'a beaucoup entendu depuis le début de la guerre, et vous aussi, certainement. Je me souviens du patriarche Kirill qui, dans une homélie quelques jours après le début de la guerre l'année dernière, disait « Oui, nous, on ne pardonnera jamais à cet Occident dégénéré avec ses gay pride. » C'est vraiment quelque chose. Et Poutine l'a redit plusieurs fois, lui aussi. Donc, il y a comme, de leur côté, en tout cas, une espèce de combat comme ça de culture, quoi. Donc, ça, c'est... et ça, pourquoi? Bon, après, moi, voilà, je suis pas politologue, je suis pas sociologue. Enfin, là, c'est un roman récit, mais tout de même, je pense des choses. Et puis, en plus, j'ai étudié à l'université l'espace post-soviétique, et je reste en lien avec des personnes dont j'estime le travail, qui sont des spécialistes de tout ça. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on a raté avec la Russie après 91. On a vraiment raté, et notamment les relations société civile. Et d'ailleurs, un de mes anciens, j'avais été sa stagiaire qui dirige l'Observatoire des relations franco-russes, me disait, mais quand on va reconstruire, parce que ça va bien s'arrêter un jour la guerre, on va repartir de quoi? En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de relation entre associations. Et voilà, je pense qu'on a échoué, nous aussi, en Europe, dans nos... Il y avait un désir d'ouverture à un moment de la Russie, puis après la Russie s'est refermée, et la Russie a plein de torts, et la Russie est complètement en tort aujourd'hui dans ce conflit. Mais après, comment reconstruire? Peut-être en essayant, oui, de travailler les relations entre associations, justement sur des sujets d'ailleurs comme là les violences faites aux femmes, et sur d'autres sujets pour qu'il y ait quelque chose de commun, en fait, ensuite. Dernière question. Vous rappelez le contexte historique et social dont on vient de parler, qui aboutit à la situation politique et culturelle russe et qui aurait conditionné ce mode de pensée. Était-ce essentiel pour vous de rappeler au lecteur qu'une idéologie résulte toujours de l'histoire d'un pays et que cette idéologie s'entretient? Oui, tout à fait, parce que justement, ce qui m'a souvent agacée, moi, quand je parle de la Russie avec un peu tout un chacun, c'est plein d'idées, de préjugés, puis de partir de notre grille de lecture, notre regard, et c'est pas du tout comme ça. Et moi, quand j'ai vécu en Russie, en plus vraiment dans un abchégi qui datait de l'époque soviétique, on rentrait avec des laissez-passer encore, enfin comme si 91 n'était jamais arrivé. Voilà, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même rapport à l'intimité. Ça, c'est très important, ça j'en parle pas mal dans le livre, parce que je pense que ça a vraiment un impact fort sur les relations hommes-femmes. C'est voilà, en Russie, c'est 70 ans de totalitarisme, c'est des choses on voit encore aujourd'hui dans les rapports entre les gens, entre les individus dans la rue. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Et ça, c'est un des aspects que j'ai essayé d'éclairer, oui, ce rapport à l'intimité. Les familles vivaient, vous savez, dans des communales, des appartements communautaires dans une seule et même pièce. Donc l'intimité, il n'y avait pas en fait d'intimité. Et la violence, elle s'exerçait partout ailleurs, dans toutes les sphères de travail, la rue, tout était contrôlé. Et les violences domestiques, elles existaient déjà. Elles ne sont pas nées en Union soviétique, mais elles se sont certainement intensifiées, puisque c'était le seul espace en fait, dans lequel les hommes pouvaient exercer une certaine forme de pouvoir. Et depuis, il y a eu, dans un extrait, je crois, mentionné, il y a eu la décennie 90 qui a été vraiment terrible aussi, dont on n'a pas forcément vraiment conscience aussi. En Russie, tout s'est effondré du jour au lendemain, toutes les richesses, tout a été perdu. Les Russes ont vraiment vécu ça, quand même. Puis un effondrement aussi. Ce président Yeltsin, tout le temps complètement ivre-mort, et puis
Et pour les hommes, ça a été aussi une période difficile de se repositionner dans la société par rapport au travail. Svetlana Alexievitch, que vous connaissez peut-être, l'écrivaine biélorusse, prix Nobel dans La fin de l'homme rouge, je vous encourage vraiment à lire. Elle raconte ça, enfin, elle reprend dans des témoignages de façon très éclairante. Et puis ensuite, il y a la Russie poutinienne, donc une espèce de violence qui s'ancre, dont on voit aujourd'hui les conséquences, peut-être qu'elles apparaissent aux yeux du monde. Donc oui, je pense que c'est important de toujours quand même se rappeler qu'il y a une histoire et que ce peuple il porte quelque chose. Il y a un petit flou pour les lecteurs sur ce qui s'est vraiment, enfin, sur l'issue du procès et pour cause. Alors, si vous pouvez juste nous dire quelques mots là-dessus. Oui, quand je termine le livre, on est à un niveau, on est toujours au même niveau. Donc en fait, les filles, elles ont passé, au début, elles ont été en prison pendant 2 mois, puis ensuite, elles ont bénéficié d'une espèce de liberté surveillée qui est assez rare en Russie. Donc c'est dire s'il y a eu quand même ce qu'on a appris des sévices qu'elles avaient vécu, ça a eu un impact. Donc elles ont passé tout un temps avec bracelet électronique, heure de sortie, pas le droit de se voir toutes les 3, pas le droit de voir leur mère, sauf la plus jeune, qui elle, la plus jeune, était mineure au moment des faits, donc elle a été reconnue pas responsable de ses actes. Et donc, il y a eu un assouplissement de cette liberté conditionnelle. Donc ça, c'était fin 2020, début 2021. Donc, elles n'ont plus le bracelet électronique. Elles ont le droit de voir leur mère, mais toujours pas de se voir toutes les 3. Et au moment de cet assouplissement de liberté conditionnelle, il y a une affaire qui a été ouverte contre le père, Mikhail Ratchatourian, parce qu'en Russie, on peut juger à titre posthume, on peut juger les morts. Donc c'était d'ailleurs avant, quand la Russie était encore membre de la Cour européenne des droits de l'homme, elle était régulièrement pointée du doigt pour ça. Donc, bon, en tout cas, c'est une possibilité. Donc les avocats des filles avaient demandé. Donc il y a cette affaire qui a été ouverte donc, pour actes de torture, violences sexuelles, voilà, tous ces sévices terribles qu'il avait fait subir à ses filles. Et en fait, cette affaire n'a pas encore été jugée. Celle des filles non plus, et les avocats des filles espèrent que Mikhail Ratchatourian va être reconnu coupable, donc à titre posthume, et que de ce fait, les poursuites seront abandonnées contre les filles. Sauf que ça fait 4 ans et demi, et donc elles vivent toujours, elles, dans cette espèce d'entre-deux, sans savoir ce qui va leur tomber dessus, comme en plus, voilà, vous l'avez compris, ce sujet des violences faites aux femmes est très sensible en Russie, particulièrement en ce moment, parce qu'il y a le rapport à l'Occident qui se joue. C'est peut-être mieux que le procès n'ait peut-être pas lieu pour le moment, parce que vous n'êtes pas forcément dans un contexte qui serait favorable, mais voilà, en attendant, elles peuvent pas. Alors moi, je sais pas ce qu'elles font de leur vie, je sais pas si elles sont revues toutes les 3, mais elles n'ont pas le droit, en tout cas, de se voir toutes les 3, ni toujours de communiquer, je sais pas, d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux, de s'exprimer, d'avoir une vie normale, en fait. Toujours pas. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Donc oui, la question du titre, par rapport aux 3 sœurs de Tchekhov, je me demandais si c'était juste un clin d'œil assez simple finalement, ou s'il y avait quelque chose de plus poussé derrière. Alors, il y a un clin d'œil, c'est sûr. Il y a vraiment le fait que donc Tcherov est un auteur très très important en Russie, donc la pièce 3 sœurs est extrêmement connue, et les journalistes dans le traitement du fait divers au départ, ils ont énormément employé 3 sœurs, 3 sœurs, 3 sœurs, donc ça faisait référence quand même dans la mémoire collective, en tout cas à la pièce de Tcherov. Après, j'en ai mis une petite citation en exergue qui, je trouvais, faisait référence au quotidien des filles. Après, la pièce en elle-même, il n'y a pas de rapport direct entre l'histoire des 3 sœurs Prozorov-Setcherov et les 3 sœurs Ratchatourian, mais tout de même, je le dis d'ailleurs à un moment dans le livre, je me disais qu'au moment où Tcherov écrit cette pièce, on est à un moment où il y a une espèce de bascule qui va s'opérer dans la société russe, donc on est à la fin de l'époque tsariste, et on va donc... tout ça va être balayé, donc justement cette famille, voilà, elle symbolise un peu ces personnes bourgeoises, un peu oisives, qui vont être complètement balayées par la belle-sœur d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez la pièce, donc qui va prendre toute la place et le pouvoir, et elle qui symbolise cette société nouvelle, donc qui va arriver. Et en fait, moi, quand j'écrivais donc mes 3 sœurs, je me disais que la Russie était à un moment peut-être justement de bascule. Alors je pensais pas que ce serait dans
ce qui s'est passé après, je voyais ça de façon un peu plus... j'étais un peu plus positive parce que peut-être justement je suivais ces activistes qui avaient de l'espoir, il y avait des choses qui se passaient. Il y a une couverture de magazine dont je parle, d'une femme qui a été victime de grandes violences domestiques en Russie qui me semblait voilà, symboliser des avancées, un progrès. Donc je me disais, bah, justement, peut-être que là, on va y avoir un changement. Peut-être que ça va être la fin de la période Poutine, on va aller vers autre chose. Bon, bah, aller vers autre chose, c'est pas ce que j'avais imaginé, mais il y avait ça aussi, un petit peu. Voilà, tout ça. Merci pour la question. Alors moi j'ai beaucoup aimé votre livre, même si c'était dur à lire en tant que femme quand même. Mais oui, vous parliez tout à l'heure de votre prochain livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu si ce sera juste une fiction ou si ce sera sur la Russie également ou pas? Alors, ce sera pas sur la Russie, ce sera pas un fait divers. Après, je peux pas dire. Non. Mais par contre, je vais vraiment continuer à mélanger, enfin, le travail d'écriture que là j'ai commencé avec Trois Sœurs, mélanger plusieurs temporalités, plusieurs époques même et l'enquête, voilà. Et là, je fais une immersion en ce moment dans un hôpital pour ce prochain livre. Moi, j'aurais voulu savoir si une traduction en russe est prévue, envisagée, envisageable ou... Alors, pas peut-être dans l'immédiat, évidemment, la situation est très complexe. Mais voilà, est-ce que vous aimeriez que ça puisse être traduit? On me pose souvent cette question. Alors en ce moment, je ne pense pas du tout que ce soit possible, même si, alors, en tout cas avant la guerre, là aujourd'hui, je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'édition enfin, de livres papier, la censure ne s'exerçait pas trop sur ce secteur-là. La censure, elle est très forte en Russie sur la télé, la radio, vraiment, donc et de pire en pire. Il y avait, en tout cas avant la guerre, un espace de liberté déjà certain sur les réseaux sociaux. Vraiment, on pouvait dire beaucoup de choses. Et dans l'édition, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit même, parce que une des autrices là, de l'Iconoclaste, d'un de ses livres, être traduit en Russie, l'éditrice russe vraiment disait ça, quoi, qu'il n'y avait pas, parce que sûrement que les tirages ne sont pas très importants, enfin, il n'y avait pas. Donc ça s'est certainement durci, et ça va peut-être se durcir encore, voilà, mais après, est-ce que aussi, enfin, ce qui est intéressant, je sais pas si c'est intéressant, mais peut-être ce qui fait que le livre a eu de l'écho là en France, c'est parce que y a mon regard à moi d'Européenne qui raconte cette histoire qui se passe en Russie. Est-ce que eux, c'est intéressant pour eux qu'une Française raconte un fait divers qui s'est passé dans leur pays? Je ne sais pas. Après, je sais que la personne qui s'occupe des droits à l'étranger me disait qu'il s'intéressait beaucoup dans les pays de l'ex-bloc de l'Est. Pas en Russie directement, mais qui avait un gros intérêt. Donc voilà, je ne sais pas du tout. On verra. Même pas, pour le moment, non. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. Je dois préciser que je n'ai pas lu le livre, hein. Donc en tout cas je vais le lire. Ça m'a donné tout à fait envie de le lire. Merci beaucoup. Je vais commencer par un petit trait d'humour. Vous avez dit que l'une de vos inspirations c'était de sang-froid. Oui. Mais je vous souhaite pas du tout la même suite que pour Truman Capote, qu'il n'aurait jamais dû rencontrer finalement. Bon bref, c'est juste un petit trait d'humour. Parfois il ne vaut mieux pas rencontrer les personnes dont on parle pour garder une distance et aussi une certaine santé mentale finalement. Bon, ça c'était juste un petit trait d'humour, même si le sujet est grave, ou parce qu'il est grave, il faut faire un peu d'humour. Mais plus sérieusement, moi je me pose beaucoup de questions, de par mon expérience par rapport à Amnesty International, d'avoir un regard sur un pays quand on n'est pas justement de ce pays, même si on y a vécu. Et donc j'aime beaucoup votre démarche d'avoir entremêlé une histoire personnelle avec un fait divers, parce que finalement ça peut aussi rendre plus évident cet aspect universel. Même s'il y a des ressorts culturels très forts, il y a aussi toujours un aspect universel, ou plutôt des ressorts qui se retrouvent à travers les continents. Par exemple, quand vous parlez tout à l'heure de l'emprise de la religion orthodoxe, et tout le paradoxe qui consiste à dire, eh bien écoutez, les femmes peuvent continuer à être battues, comme ça il n'y aura pas de divorce et les enfants seront mieux élevés, c'est quand même à la fois hallucinant, mais finalement pas si surprenant que ça, parce qu'on retrouve un peu ça en Asie, en Afrique. Bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais encore plus fou, c'est quand on pense qu'une jeune femme de 29 ans, alors je ne saurais pas prononcer son nom, parce que contrairement à vous, je suis pas du tout bilingue russe, mais c'est Yulia, en tout cas son prénom, une jeune artiste qui a dessiné des vulves, et qui pour cela avait été arrêtée, et heureusement on a réussi à la faire libérer, mais en tout cas, ça en dit long sur l'emprise de la religion. Donc je voulais savoir si justement vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui perdure, enfin
enfin, que vous avez pu ressentir, vous, dans votre expérience en Russie, que même une société civile un petit peu plus éclairée continue à avoir du mal à lutter contre cette emprise de la religion, qui d'ailleurs en plus est totalement corrompue, parce qu'il faut bien savoir que c'est une instrumentalisation de ces valeurs, en fait, pour mieux asseoir et le pouvoir des religieux et le pouvoir des politiques comme Poutine au premier chef. Donc voilà, je voulais savoir si pour vous c'était quelque chose qui avait été très prégnant. Et également peut-être une dernière question qui est liée, le rapport que vous pouvez avoir aujourd'hui avec la diaspora russe en France, notamment dans la réception de ce livre, mais plus généralement par rapport à votre démarche de mettre la lumière sur ce fléau. Merci. Alors par rapport je rejoins tout ce que vous avez dit sur l'importance de la religion. Alors en Russie c'est particulier parce que de nouveau pendant la période soviétique il n'y avait pas le droit de vivre sa religion, et il y a c'est un proverbe, enfin une petite phrase en russe qui dit ou bien avec Dieu ou bien contre Dieu, mais jamais sans Dieu. Et donc en fait Dieu est toujours présent la religion est toujours présente d'une façon ou d'une autre, et elle est revenue, c'est vrai, avec beaucoup de force. Donc après les Russes sont pas non plus très pratiquants, je sais plus, j'ai lu un sondage il y a pas longtemps, je me rappelle plus les chiffres précis, mais les Russes qui vont à l'église régulièrement, enfin c'est pas non plus, mais c'est par rapport aux valeurs, oui, plutôt en fait vraiment en opposition à notre progressisme. Il y a beaucoup de pudibonderie, enfin faut pas montrer les choses, donc on est oui il y a vraiment ce courant-là est très important en Russie, et influence beaucoup, enfin en tout cas les dignitaires orthodoxes influencent beaucoup, ont un gros pouvoir sur l'État russe, sur Poutine, etc. Après la diaspora russe, alors moi j'ai des amis que je connais depuis longtemps, enfin avec qui je fais des études, etc. Donc qui sont des Russes qui vivent en France, donc qui ont très bien réagi et trouvé beaucoup de choses qui les ont dit que c'était juste, et donc voilà, la réception a été très positive. Après il y a une de nouvelles diasporas là depuis le début de la guerre, il y a pas mal de personnes qui sont en exil. Donc je n'ai pas forcément été en contact avec ces personnes, mais peut-être bientôt, parce qu'il y a une jeune poétesse russe dont j'aime beaucoup le travail, qui est arrivée, qui est une féministe activiste, mais qui est arrivée juste après le début de la guerre. Et là, on m'a demandé, c'est en off, là, mais d'être la marraine d'un salon bientôt, et j'invite qui je veux, et je vais l'inviter, mais avant de pouvoir l'inviter, il faut que les élus valident mon choix, vu que justement c'est une activiste qui est arrivée de Russie il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'espère que je pourrai échanger avec elle sur ces sujets. C'est le seul espoir qu'on peut avoir. Quand vous disiez, les sociétés civiles et les artistes peuvent se rencontrer et créer des ponts pour essayer d'aller vers autre chose que ce choc de civilisation complètement artificiel, et encore une fois créer de toutes pièces pour mieux asseoir leur pouvoir. Merci encore. Merci beaucoup. Merci pour vos questions, c'était super.